Ce n'était censé être qu'une soirée ordinaire chez mes beaux-parents, à Lyon, dans leur appartement cossu du quartier de la Croix-Rousse. Une routine prévisible, un peu ennuyeuse, où chacun jouait le jeu de la famille parfaite. J'avais quitté la cuisine, un verre d'eau fraîche à la main, pour rejoindre le salon, lorsque j'ai entendu la voix de ma femme, Claire, murmurer à sa mère. Elle parlait à voix basse, pensant que personne ne pouvait l'entendre. Mais moi, j'ai entendu. Il est nul au lit, maman, je te jure, je dois faire semblant à chaque fois. Puis vint le rire. Le rire de ma belle-mère, Monique, un éclat aigu, complice, comme si c'était une plaisanterie entre elles. Pas seulement de l'amusement, mais une moquerie teintée de condescendance qui m'a retourné l'estomac. Je me suis arrêté net, figé sur place, mon cerveau luttant pour assimiler ce que je venais d'entendre. Le monde autour de moi s'est estompé, les bruits de la maison étouffés sous le poids de ces mots. Ma main s'est crispée autour du verre, mais je n'ai pas bougé, n'ai pas osé respirer trop fort, de peur qu'elle réalise que j'étais là, juste au coin du couloir. J'aurais dû entrer, les confronter sur le champ. Mais je ne l'ai pas fait. Pas par peur d'une dispute, mais parce qu'un instinct me disait que ce moment était plus grand qu'un simple conflit. C'était le genre de moment qui change tout, celui dont on ne revient pas. J'ai écouté. Oh, ma chérie, c'est comme ça, les hommes, a dit ma belle-mère d'un ton dédaigneux, comme si j'étais un fardeau que sa fille devait supporter. Au moins, il est utile pour d'autres choses, non? Un autre rire, une autre vague de dégoût m'a submergé. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à ma relation avec ma belle-mère auparavant. Elle avait toujours été un peu froide, un peu hautaine, mais je mettais ça sur le compte de sa personnalité. Je me disais que ça n'avait pas d'importance, ce n'était pas elle que j'avais épousée. Mais là, invisible à leurs yeux, en entendant leurs paroles, j'ai compris que ce n'était pas juste une remarque maladroite ou une blague irréfléchie. C'était ainsi qu'elle me voyait, moins que rien. Quelque chose s'est brisé en moi. Une prise de conscience, silencieuse mais définitive, que le mariage auquel je m'accrochais, celui dans lequel j'avais investi tant d'efforts, signifiait quelque chose de totalement différent pour Claire. Pour elle. Je suis retourné discrètement vers la salle de bain, verrouillant la porte derrière moi. J'ai posé le verre sur le lavabo et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Mon visage était vide, mais mon esprit bouillonnait. Depuis combien de temps ressentait-elle cela? Était-ce toujours ainsi? J'ai commencé à repasser en revue des moments de notre mariage, des petites remarques que j'avais ignorées, des nuits où elle se détournait sans un mot, des fois où elle semblait impatiente, où elle levait les yeux au ciel quand je tentais une approche intime. J'avais toujours cru que c'était le stress, la fatigue, la vie qui prenait le dessus. Mais maintenant, je me demandais, m'avait-elle jamais vraiment désiré, ou m'étais-je menti à moi-même depuis le début? Un nul. Ce mot me hantait. Pas de la douleur qu'elle aurait pu imaginer si elle avait su que j'avais entendu. Non, c'était autre chose, une colère sourde mêlée d'une étrange clarté. Je n'étais pas dévasté. Je n'étais pas brisé. J'étais juste fini. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à rester calme. Pas besoin de sortir en trombe, pas besoin d'une confrontation dramatique. Pas encore. Parce que ce n'était pas juste à propos de ce moment. C'était à propos de tout. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai cessé de voir mon mariage à travers le prisme de quelqu'un qui essayait désespérément de le réparer. J'ai vu ce qu'il était vraiment, et j'ai su, à cet instant, que les choses allaient changer. Quand je suis retourné dans le salon, Claire et sa mère étaient toujours assises sur le canapé, sirotant un verre de vin rouge, riant de quelque chose d'autre, comme si leur moment de moquerie n'avait jamais eu lieu. Mais moi, je voyais différemment. Je les voyais différemment. J'ai pris ma place habituelle en face d'elle, et pour la première fois, je n'étais pas juste là, dans cet espace. J'observais. Claire m'a jeté un bref regard, son expression indéchiffrable, puis a reporté son attention sur sa mère. Pas une once de culpabilité, pas une hésitation. C'est ce qui m'a le plus frappé, elle ne pensait même pas que je pourrais avoir entendu. Voilà à quel point elle me sous-estimait. Elle était si sûre que j'étais juste un idiot aveugle, incapable de comprendre. Je les ai regardés parler, leur voix devenant un bruit de fond, tandis que je commençais à voir des choses que j'avais ignorées pendant des années, la manière dont sa mère s'adressait à elle, toujours en me rabaissant, la manière dont Claire acquiesçait, riait à des remarques qui me diminuaient, comme si je n'étais même pas dans la pièce. Je n'étais pas en colère, pas comme je l'aurais cru. Pas de cris, pas de poings serrés. Juste une immobilité,
Une prise de conscience qui s'installait profondément en moi. Elle ne m'avait jamais respecté. Le trajet du retour à notre appartement dans le quartier de la Part-Dieu s'est fait en silence. Claire faisait défiler son téléphone, riant parfois à ce qu'elle voyait à l'écran, totalement indifférente à l'homme assis à côté d'elle. Pour la première fois, j'ai vu ce silence pour ce qu'il était vraiment, pas du confort, pas de la familiarité, mais de l'indifférence. Elle n'a pas demandé si quelque chose n'allait pas. Elle ne m'a même pas regardé pour vérifier si j'allais bien. Et ça m'a tout dit. Arrivée à la maison, elle est montée directement dans la chambre, enfilant son habituel t-shirt oversize avant de se glisser dans le lit, son téléphone à la main. C'était sa routine, je l'avais vue 100 fois. Mais ce soir-là, je ne me contentais pas de regarder. Je comprenais. Je me suis assis au bord du lit, la regardant, sans amour, sans colère, juste avec clarté. « Tu as passé une bonne soirée ?» ai-je demandé. Elle a à peine levé les yeux. « Ouais, c'était sympa. » Sympa, ai-je répété, fixant le sol un instant. Puis j'ai posé une question que je n'avais jamais posée auparavant, une question si simple et pourtant si lourde, est-ce que tu me respectes? Cela a attiré son attention. Ses doigts se sont immobilisés sur l'écran, et elle m'a enfin regardé, non pas avec culpabilité ou inquiétude, mais avec confusion, comme si la question elle-même lui était étrangère. Quoi? Elle a laissé échapper un petit rire sans humour. Quelle question bizarre. Une question sérieuse. Ses sourcils se sont froncés. Bien sûr que je te respecte. Mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix, aucun poids dans ses mots. C'était automatique, désinvolte, comme si elle cochait une case. Je n'ai pas insisté, parce que je connaissais déjà la réponse. Elle est retournée à son téléphone, et je suis resté là, absorbant le moment, la manière dont elle n'avait aucune curiosité de savoir pourquoi je posais la question, aucun désir de me rassurer. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi, pas parce que j'étais bouleversé, mais parce que mon esprit était déjà en train de planifier la suite. J'avais passé tellement de temps à essayer d'être un bon mari, à essayer de faire fonctionner les choses, à essayer d'être quelqu'un qu'elle pourrait aimer et respecter. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à vous estimer. Et pour la première fois depuis des années, j'ai enfin compris, j'avais fini d'essayer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant Claire. Je me suis assis au bord du lit, écoutant le léger bourdonnement du ventilateur au plafond. Mon esprit était clair, trop clair. Pas la brume habituelle des matins, mais quelque chose de plus vif. Je l'ai regardé, enroulé dans les couvertures, son visage détendu dans un sommeil profond, paisible, confortable, totalement inconsciente que tout avait changé. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la salle de bain et j'ai fermé la porte derrière moi. Je n'ai pas allumé la lumière tout de suite. Je suis resté là, dans la lueur pâle du matin, sentant le carrelage froid sous mes pieds. Puis, enfin, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment regardé. Pas juste mon reflet, mais ce que j'étais devenu. J'ai vu l'épuisement dans mes yeux, la lassitude que j'avais prise pour une simple partie de l'âge adulte, du mariage. La légère courbure de mes épaules, la façon dont mon visage avait perdu l'expression de quelqu'un qui aimait la vie. Ce n'était pas moi, avant. J'avais de la confiance, de la présence. J'avais de l'importance, au moins pour moi-même. Quand cela avait-il changé? Je me suis appuyé contre le lavabo, serrant les bords fermement. Mon esprit a commencé à ressasser des choses que j'avais enfouies, des choses que j'avais excusées, ignorées, ou simplement acceptées, la manière dont Claire avait toujours le dernier mot sur tout où nous mangions, quelles vacances nous prenions, avec qui nous passions du temps, la manière dont elle levait les yeux au ciel quand je parlais de mes passions, comme si elles étaient insignifiantes, la manière dont j'avais lentement, presque imperceptiblement, cessé de parler de ce que j'aimais. Parce que je savais qu'elle s'en fichait. Et puis, il y avait les choses que je faisais pour maintenir la paix, m'excuser pour des fautes que je n'avais pas commises, rire de remarques qui faisaient mal, laisser passer les insultes de sa mère parce que, c'est comme ça qu'elle est, ravaler ma frustration quand Claire me rabaissait devant des amis, ou pire, quand elle faisait des blagues à mes dépens pendant qu'ils riaient. Je m'étais convaincu pendant des années que c'était normal, que c'était juste le mariage, que l'amour impliquait des compromis. Mais ce n'était pas du compromis. C'était de l'effacement. Je me suis redressé, regardant fixement mon reflet. Je n'étais pas en colère contre elle, plus maintenant. J'étais en colère contre moi, pour avoir laissé les choses aller si loin, pour m'être permis de devenir une version de moi qui acceptait d'être traitée comme une arrière-pensée.
J'ai repensé à la veille, à sa réponse désinvolte quand je lui avais demandé si elle me respectait, à la rapidité avec laquelle elle avait balayé la question comme si elle ne méritait même pas discussion. La vérité, c'est qu'elle ne me respectait pas. Mais la vraie vérité, c'est que je ne me respectais pas moi-même. J'ai laissé échapper un souffle lent, serrant le lavabo encore plus fort. Ce n'était plus seulement à propos d'elle. Ce n'était plus seulement à propos d'un mariage qui avait perdu ses fondations. C'était à propos de moi, de ce que j'étais devenu, de ce que je voulais être, et de savoir si j'étais prêt à continuer à vivre dans une réalité où je devais mendier une dignité de base. Non, plus jamais. J'ai ouvert le robinet, me passant de l'eau froide sur le visage, laissant la sensation me ramener à la réalité. Je n'allais pas perdre une seconde de plus à faire semblant, à prétendre que les choses allaient changer, que si j'essayais plus fort, elle verrait soudain ma valeur. J'en avais assez vu. Et maintenant, c'était à elle de voir ce que ça faisait quand j'arrêtais d'essayer. Quand je suis sorti de la salle de bain, je me sentais différent. Pas de manière évidente, pas d'une façon que Claire remarquerait immédiatement, mais d'une manière que je ressentais au plus profond de moi. Je n'ai rien dit en passant devant elle, encore enroulée dans les couvertures, à moitié éveillée, son téléphone à la main. D'habitude, je disais « bonjour » tous les jours, je l'embrassais sur le front avant de commencer ma routine. Pas aujourd'hui. Et elle n'a rien remarqué. J'ai pris mes clés, je suis sorti et je suis monté dans ma voiture. Je n'allais pas directement au travail. J'avais besoin de temps. J'ai conduit sans destination, laissant mes pensées s'organiser, mettant en place les pièces de ce qui allait suivre. Je n'allais pas agir sous le coup de l'émotion. Je refusais de lui donner cette satisfaction. Pas de disputes impulsives, pas de supplications désespérées. Ce n'était plus moi. J'avais déjà passé trop de temps à attendre que quelque chose change. Maintenant, j'allais être celui qui changeait les choses. Ce soir-là, en rentrant, j'ai gardé une énergie neutre. Pas froid, mais pas vraiment là non plus. Elle était dans la cuisine, parlant au téléphone avec sa mère, son rire léger, insouciant, totalement inconscient du changement qui avait déjà commencé. J'ai pris une bouteille d'eau dans le frigo, écoutant. Non, il n'a rien dit. Toujours pareil, tu sais comment il est. La certitude dans sa voix, comme si j'étais prévisible, comme si elle savait exactement comment je réagirais ou plutôt, comment je ne réagirais pas. J'ai senti l'arrogance de sa mère à travers le téléphone. Les hommes sont simples, ma chérie. Tant que tu maintiens leur routine, ils ne se posent même pas de questions. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas fait de bruit. Je suis simplement parti. Parce que c'était la dernière fois qu'elle penserait savoir qui j'étais. Les jours suivants, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait auparavant, j'ai arrêté de jouer le jeu. Je ne lui envoyais plus de messages dans la journée comme je le faisais habituellement. Pas de « comment va ta journée ?» pas de petits messages inutiles. Rien. J'ai commencé à rentrer plus tard, sans excuses, sans mensonges, juste plus tard. Et quand je rentrais, je n'étais pas en colère, pas froid, juste distant. Quand elle demandait « où étais-tu ?», je répondais simplement « dehors », et c'était tout. Elle n'était pas habituée à ça. Elle était habituée à tout contrôler, à connaître chaque détail, à m'avoir comme une présence stable, prévisible, dans sa vie. Mais maintenant, il y avait une version de moi qu'elle ne reconnaissait pas. Elle a commencé à m'observer davantage, à essayer de comprendre ce qui avait changé. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé un soir, remarquant enfin le changement. Je l'ai regardée, vraiment regardée. J'ai vu sa confusion, son insécurité, son inconfort. Bien. Pendant des années, j'avais été celui qui se posait des questions, celui qui s'ajustait pour s'intégrer dans son monde. Maintenant, c'était elle qui cherchait des réponses. « Je vais bien », ai-je dit, la voix posée, et je l'ai laissée dans le silence. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent. Elle a commencé à faire des petits commentaires, essayant de provoquer une réaction. « T'es vraiment silencieux ces temps-ci. » J'ai haussé les épaules. « Tu agis bizarrement. » Un autre haussement d'épaules. Elle ne le supportait pas, parce que le silence, l'indifférence, c'était du pouvoir. Et pour la première fois dans notre mariage, c'était moi qui le détenais. Elle a commencé à m'appeler plus souvent dans la journée, à laisser des petits mots dans la maison, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle a même préparé mon plat préféré un soir, dressant la table comme si nous étions de jeunes mariés. Je me suis assis, j'ai pris une bouchée et j'ai hoché la tête. C'est bon.
C'est tout ce que j'ai dit. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle n'était pas stupide. Manipulatrice, égoïste, désinvolte, oui, mais pas stupide. Elle sentait le changement, elle le voyait dans la manière dont je ne réagissais plus comme avant, dont j'avais cessé de courir après elle, de m'intéresser à sa journée, de chercher à combler les vides entre nous. Et ça la terrifiait, parce que pour la première fois, elle n'avait plus le contrôle. Le soir où tout a éclaté, elle était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone, feignant de ne pas s'en faire. Mais je voyais la tension dans sa posture, la manière dont elle regardait à peine l'écran. Elle attendait que je lui demande ce qui n'allait pas, que je tente de la ramener à moi. Je me suis assis en face d'elle, silencieux un moment, puis calmement, j'ai dit, je t'ai entendu. Elle a cligné des yeux, perplexe. Quoi? Je me suis légèrement penché en avant, les coudes sur les genoux. Cette nuit-là, chez ta mère. Je t'ai entendu. Son visage s'est figé, juste une seconde, juste assez pour que je voie la panique briller dans ses yeux avant qu'elle ne la masque avec un rire nerveux. De quoi tu parles? Je n'ai pas répété. Je n'en avais pas besoin. Ses mains se sont crispées autour de son téléphone. Écoute, si tu as mal compris quelque chose. Je n'ai pas mal compris, ai-je dit, la voix calme, posée, sans colère, sans émotion, juste les faits. J'ai entendu exactement ce que tu as dit. Tu m'as traité de nul au lit. Tu as dit à ta mère que tu faisais semblant à chaque fois. Et tu as ri. Elle a ri. Alors dis-moi, quelle partie ai-je ratée? Elle est restée là, stupéfaite, la bouche légèrement ouverte, essayant de réaliser que je ne jouais pas son jeu cette fois, que je n'allais pas la laisser s'en tirer avec des explications. Tu? A-t-elle commencé, puis elle a soupiré bruyamment, secouant la tête. Tu es sérieusement énervé pour ça? C'était juste une discussion entre filles. Ce n'était pas si grave. J'ai presque ri. Pas si grave? J'ai hoché la tête lentement, comme si je considérais ces mots. Intéressant. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai regardé dans les yeux, parfaitement calme. Ça veut dire que je comprends enfin quelque chose. Elle a croisé les bras, sur la défensive. Oh, vraiment? Et quoi donc? J'ai soutenu son regard. Que j'en ai fini. Silence. Elle m'a fixé, clignant rapidement des yeux, comme si les mots ne s'enregistraient pas. Fini avec quoi? A-t-elle demandé, sa voix soudain plus faible. J'ai fait un vague geste entre nous. Ça? Nous? Peu importe comment tu veux l'appeler. Elle a laissé échapper un rire forcé, nerveux. Tu es ridicule. Vraiment? J'ai incliné la tête. Parce que pendant des années, j'ai été aveugle à la manière dont tu me vois. J'ai laissé passer des choses, j'ai trouvé des excuses pour toi. Bon sang, je me suis convaincu que ton manque d'effort, ton manque d'intérêt, c'était juste le fonctionnement d'un mariage. Mais ce n'est pas ça. Un mariage, c'est censé être du respect. Et je vois maintenant que tu ne me respectes pas. Tu ne l'as probablement jamais fait. Elle s'est agitée, déglutissant difficilement. Ce n'est pas vrai. Vraiment? J'ai souri légèrement. Alors pourquoi tu n'as pas semblé avoir le moindre remords quand tu l'as dit? Pourquoi tu n'as pas hésité avant de rire avec ta mère à mon sujet? Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle n'avait rien à dire. Je me suis levé, m'étirant légèrement, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Je ne te hais pas, ai-je dit honnêtement. Mais je ne t'aime plus non plus. Pas comme un mari devrait aimer sa femme, et certainement pas comme un homme devrait aimer quelqu'un qui ne le respecte pas. Sa respiration s'est accélérée. Attends. J'ai déjà pris mes dispositions. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et je l'ai posé sur la table. Sur l'écran, un email transféré, le bail d'un nouvel appartement, signé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes sous le choc. Tu as planifié ça? J'ai hoché la tête. Ouais. Il y a un moment. C'est alors que la panique s'est installée. Elle avait passé des années à croire qu'elle avait tout le pouvoir dans cette relation, pensant qu'elle pouvait dire et faire ce qu'elle voulait et que je serais toujours là, prêt à pardonner, prêt à courir après elle. Mais maintenant, je m'éloignais. Maintenant, c'était elle qui paniquait. Tu es sérieux? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Complètement. Elle m'a fixé,
la réalité s'installant. Tu ne m'aimes plus. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. J'ai secoué la tête. Non. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, c'était elle qui semblait petite. Elle n'a pas pleuré. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle le fasse, ou du moins qu'elle joue la comédie. Mais elle est restée là, me regardant, assimilant le fait que je ne bluffais pas, que ce n'était pas une de nos disputes habituelles où je m'énervais, elle levait les yeux au ciel, et puis on passait à autre chose comme si de rien n'était. Non, c'était différent. Parce que j'étais déjà parti. J'ai pris mon téléphone sur la table, je l'ai glissé dans ma poche et je me suis dirigé vers la chambre. Je sentais son regard sur moi, mais elle n'a rien dit. Pas quand j'ai pris le sac que j'avais préparé des jours plus tôt, pas quand j'ai pris mes clés, pas quand je me suis dirigé vers la porte. Je me suis arrêté juste avant de partir, me retournant pour la regarder une dernière fois. Elle semblait petite, pas dans un sens pitoyable, pas dans un sens qui me faisait de la peine. Juste petite, comme quelqu'un qui avait passé sa vie à croire qu'elle contrôlait tout, pour réaliser trop tard qu'elle n'avait jamais rien contrôlé. J'espère que tu trouveras ce que tu veux vraiment, ai-je dit, et je le pensais. Elle n'a pas répondu. Je suis sorti, et juste comme ça, c'était fini. Il y a quelque chose de surréaliste à s'éloigner d'une vie que l'on pensait permanente. Je n'étais pas triste, pas en colère. Je me sentais léger. Pour la première fois depuis des années, je ne portais plus le poids d'essayer de prouver ma valeur à quelqu'un qui ne l'avait jamais reconnue. Je n'avais plus à m'expliquer, à me demander si j'étais assez bien, à essayer. Et cette prise de conscience, c'était libérateur. Mon nouvel appartement, dans le quartier de Montmartre à Paris, n'avait rien d'extraordinaire. Une pièce, des murs nus, peu de meubles. Mais en y entrant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Pas de tension dans l'air, pas de jugement silencieux, pas de marche sur des œufs, à peser chaque mot, chaque action, à me demander si je faisais quelque chose de mal. Juste le silence et la liberté. La première nuit, je me suis assis sur mon nouveau canapé, une bière à la main, regardant les lumières de la ville par la fenêtre. J'ai pensé à tout, au temps que j'avais gaspillé, aux années passées à me réduire, à me rendre plus petit pour m'intégrer dans une vie qui n'était pas faite pour moi. Et puis, j'ai arrêté de penser. Parce que le passé n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était la suite. La chose étrange à propos du lâcher-prise, c'est qu'une fois qu'on le fait, on réalise à quel point c'est facile. On passe tellement de temps à s'accrocher à quelque chose, convaincu qu'on en a besoin, qu'on s'effondrera sans ça. Mais ensuite, on lâche, et on ne s'effondre pas. On respire. On avance. Et on ne regarde jamais en arrière.